Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo, nouvelle législature, siéger ou ne pas siéger, le dilemme de l'opposition. C'est effectivement un dilemme depuis l'annonce des résultats des élections législatives et tout dernièrement des régionales, mais surtout pour les législatives où l'opposition s'en sort avec un total de 5 sièges sur les 113 face à 108 du parti au pouvoir UNIR. Alors la question principale qui se pose, faut-il siéger ou ne pas siéger? Quels sont les arguments qui militent en faveur de l'un ou de l'autre? Et à la rentrée solennelle avec la session de droit ce mardi, certains leaders ou députés issus de l'opposition ont siégé, d'autres se sont montrés absents. Au niveau de l'union, plutôt des forces des FDR, un absent, le président, les députés élus, Maître de Diapévon, étaient absents. Au niveau de l'ANC, le député élu Jean-Pierre Fabre était absent. Au niveau de l'ADI, les 2 députés étaient présents. Au niveau de la DMP, la députée était présente. Alors, 3 présents sur 5 avec 2 absents. Et au niveau des absents aussi, il y a un qui a clairement annoncé sa position, c'est-à-dire l'ANC, qui a clairement dit qu'elle ne siégera pas à ce Parlement. Au niveau des FDR, on attend toujours un communiqué officiel ou qu'on éclaircisse clairement, qu'on dise clairement la position du parti. L'opposition, d'une certaine manière, se retrouve face à cette principale question: faut-il siéger ou ne pas siéger? Quels sont les avantages au siège? Quels sont les inconvénients, par exemple, s'il décidait de siéger? Et quels pourraient être peut-être les avantages ou pourquoi ne faut-il pas siéger? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Kokouvili, Abaili, Abassa. On va voir aussi les contours au niveau du règlement, au niveau de la loi. Est-ce qu'on peut élire un député et puis au final il ne siège pas? Si oui, quelles peuvent être les conséquences au niveau de la loi, au niveau politique? À quoi finalement s'attend-on? Pourquoi aussi l'opposition ne parle pas d'une certaine même voix? C'est compliqué, on le sait. Alors je commence par vous pour vos analyses. Nous allons essayer d'analyser cette situation qui paraît un peu compliqué pour l'opposition de gérer, parce que vous savez, c'est premièrement un problème beaucoup plus politique que certains partis doivent se ressaisir très rapidement, de ne pas aller sur le plan trop égoïste. Vous savez, l'ANC, qui est l'un des partis qui a déclaré ne vouloir pas siéger, est parti à cette élection avec une idée de vouloir gagner beaucoup plus au niveau de l'opposition. C'est-à-dire que l'ANC avait déclaré qu'elle ne va pas participer à cette élection dans une coalition. Cela veut dire que pour eux, ils iront en tant que ANC pour gagner. C'est quand même un grand parti, ils n'ont pas besoin d'aller en coalition pour gagner. ANC n'est pas un grand parti. S'il vous plaît. Nous faisons erreur en disant que ANC est un grand parti. C'est un grand parti. Je vous explique pourquoi. C'est un grand parti. Continuez votre développement. Oui, très rapidement, pour vous expliquer que en 2010, comment on appelle, l'ANC a été créée en octobre 2010. Sa première participation à l'élection législative, c'était dans la coalition Sauvons le Togo. Et c'est une coalition Sauvons le Togo avec 13 entités, dont 7 partis politiques et 6 organisations de la société civile. Cela veut dire que l'ANC n'était pas parti en tant que parti ANC. Mais combien de pourcentage ils avaient eu? C'était 26,9% à cette élection. L'élection qui a suivi, c'était CAP 2015, que l'ANC était parti à l'élection présidentielle. Et ils ont eu 35,19% en 2015. En 2018, ils ont boycotté les élections législatives. En 2019, quand ils étaient partis, ils ont eu quelques miettes au niveau des régionales, des municipaux. Et pour être élu même, le président Jean-Pierre Fabre, pour être élu maire dans sa localité, il a fallu les voix de UNIR. Donc ANC ne peut pas nous dire que nous sommes un grand parti politique. La preuve, ils sont partis en 2019 seuls. Ils n'ont rien eu pratiquement aux élections municipales. En 2020, ils ont participé à l'élection présidentielle en tant que ANC. Ils ont eu 4%. Donc, on ne peut pas nous dire que 4% c'est un grand parti politique. Et les élections, comme on appelle, de 2024, nous voyons que ANC a eu seulement un seul député. Bon, dire que
l'ANC ne va pas siéger, ils pensaient qu'ils allaient... L'ANC peut toujours revendiquer être un grand parti. C'est relatif. C'est relatif. Laissons les terminer. Sur les chiffres, oui, continuez, terminez votre raison. Par rapport aux autres partis, l'ANC peut se revendiquer être un grand parti. Je disais que c'est relatif. On va aller rapidement dans le débat, s'il vous plaît. On risque d'être excusez-moi avancer avec les chiffres qui sont des choses factuelles. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Des chiffres qui sont des choses factuelles que je veux très rapidement avancer là-dessus. Donc, pour les élections 2024, ils ont eu qu'un seul député sur 113. L'ANC, le fief de l'ANC même au sein de, comment on appelle, là où ils se disent qu'ils ont leur base, ils ont été atomisés là-bas même par le Parti uni. Et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'ANC est un grand parti. Alors revenons au sujet. Sur ce sujet, actuellement, l'ANC pensait pouvoir gagner le chef de file de l'opposition. Donc c'est par pur égoïsme qu'ils sont en train de dire qu'ils ne vont pas siéger. Mais ça a des conséquences politiques. Cela veut dire qu'ils sont en train de dire à la population qui ont voté pour Jean-Pierre Fabre, qui est l'unique élu député de l'ANC, que prochainement ne votez plus pour moi parce que si vous votez pour moi même ça ne veut rien dire. Ils veulent pas. Est-ce que ce n'est pas une manière, selon vous, d'interpréter? On peut avoir plusieurs interprétations. Oui, c'est pour cela que je dis que nous sommes en train de faire une analyse de la situation. Un peuple vous a élu. Vous devez siéger à l'Assemblée nationale. Vous dites, comment on appelle, que vous ne voulez pas siéger. Heureusement que le chef de file de l'opposition, professeur Aimé Gogué, disait qu'il va négocier avec l'ANC pour voir dans quelle mesure ils vont revenir au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'ils vont faire une coalition d'opposition au niveau de l'Assemblée nationale, c'est ce que nous leur souhaitons parce qu'ils sont déjà 5 sur 113. Il faut qu'ils aillent en rang serré pour pouvoir participer au débat à l'Assemblée nationale. Conséquences politiques, premièrement, c'est que l'ANC risque de perdre encore plus de popularité pour les élections prochaines. Ce qui suit directement, c'est que il est en train de dire qu'il est élu député, mais au lieu de s'occuper de la mairie pour laisser son suppléant siéger à l'Assemblée nationale, il prive même son élément qui est celui qui devait le suivre, celui qui devait le remplacer à l'Assemblée nationale, au cas où il ne voulait pas siéger, il est en train de le priver. Ce n'est pas le député qui a refusé de siéger, c'est le parti qui a annoncé qu'il ne siégera pas. Il est le chef. Si le parti a décidé, un député, un individu ne dira pas comme vous ne siégez pas, moi je vais aller vous remplacer. Vous voyez un peu. Alors continuez pour les autres partis rapidement, puisque le temps est contre. Pour les autres partis, pour le FDR par exemple. Je pense que M. Apévon va regagner l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il a intérêt à regagner l'Assemblée nationale. Je pense qu'il ne va pas faire les mêmes erreurs que l'ANC est en train de faire actuellement. Et je sais très bien que Apévon, c'est un rusé, que c'est quelqu'un qui a été éduqué par Agboibo. Et la méthode. L'idéal, la méthode d'Agboibo, ce sont les compromis et les négociations. Agboibo n'a jamais fait chaise vide. Et je ne pense pas que l'un de ces éléments fera chaise vide aujourd'hui. Finalement, même du vivant d'Agboibo, Apévon, c'est des partis, il a créé son parti. Donc ça veut dire que sur certains points, il n'est pas toujours d'accord avec Agboibo. Dans ses propos, quand vous voyez la lignée politique de monsieur Apévon, de maître Apévon, c'est qu'il est toujours sur les pas de Agboibo, seulement qu'il n'a pas trouvé ses bases. La ligne politique. La ligne politique de monsieur Agboibo. Seulement qu'il n'a pas trouvé vraiment, comment on appelle, sa place comme il le souhaitait dans le cas afin qu'il ne quitte. Alors légalement, dites-nous rapidement, est-ce qu'il y a une situation qui prévoit ce genre de situation où un député est élu, le vote est validé par la Cour constitutionnelle et qu'il dit qu'il ne va pas siéger? Comment on se comporte? Ou bien on sait que le règlement intérieur du Parlement ou bien de la nouvelle législature sera modifié selon chaque législature. Exactement. Pour cette législature, la modification est sûrement en cours. On ne sait pas ce qui sera décidé, mais par rapport aux anciens règlements intérieurs, qu'est-ce qui est dit à propos? Bon, aux anciens règlements intérieurs, je pense qu'il y a 3 éléments là-bas qu'il faut noter. Premièrement, le premier élément, c'est l'admission des députés à l'Assemblée nationale. Ce qui suit, c'est l'invalidation. Et le troisième point, sont les vacances. L'admission des députés, ça, c'est ce qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle, que le président de l'Assemblée nationale donne lecture, ou bien le président du doyen d'âge
où le député doyen d'âge, le bureau du doyen d'âge donne lecture lors de la première la session inaugurale. La session de droit. La session de droit, il demande à ce que cette liste soit affichée. Donc les 113 députés qui ont été élus la fois passée, qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle, la liste a été donnée la fois passée, la lecture a été donnée par le président de la session de droit, qui est le professeur Aimé Gogué, qui a demandé à ce que cela soit affiché. C'est affiché. Maintenant, il y a une possibilité, comme on appelle, de démission. Un député peut démissionner. C'est là où Jean-Pierre Fabre, le député Jean-Pierre Fabre a le droit. Et il saisit juste le président de l'Assemblée nationale par un écrit. Il adresse, comme on appelle, un écrit au président de l'Assemblée nationale, qui en donne connaissance à l'Assemblée nationale dans la plus prochaine séance et la notifie à la Cour constitutionnelle. Mais nous, jusqu'alors, ils ont fait une annonce politique disant qu'ils vont pas siéger, mais jusqu'à présent nous n'avons pas encore connaissance s'ils ont envoyé une lettre en bonne et due forme à l'Assemblée nationale, comme on appelle, au professeur Aimé Gogué, pour le signifier qu'ils vont pas siéger. Donc nous attendons, puisque le professeur Aimé Gogué même avait promis s'approcher un peu plus de ses collègues élus de l'opposition pour voir s'ils peuvent réunir les 5 députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il y a légalement, ça veut dire que légalement, un parti peut décider de ne pas siéger s'il est élu au niveau du Parlement. Exactement. Ok, d'accord. Et là, bon, leur indemnité de députés, ils vont pas toucher. Il y a ça. Bon, je pense que ça peut faire quand même des conflits d'accord. Pour le gouvernement togolais. Alors, bon, on va revenir sur un autre aspect peut-être avec vous. Eric Johnson, l'opposition fait face à ce dilemme-là, puisque nous l'appelons dilemme parce que ce n'est pas toute l'opposition qui a pris cette décision. Il y a une partie qui décide de siéger, il y a une partie qui décide de ne pas siéger, il y a une partie qui pour le moment n'a pas encore clairement dit sa position. Doit-on siéger, doit-on ne pas siéger ou ne doit-on pas siéger? Finalement, on fait quoi et pour quelles conséquences? Alors, je pense que jusque-là, nous sommes toujours dans la vague de contestation ou d'approbation des résultats donnés par la Cour constitutionnelle et également la session de droit de l'Assemblée nationale. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu des déclarations politiques. Et comme le disait tantôt mon collègue, on attend les autres partis qui n'ont pas encore dit s'ils vont siéger ou pas, mais il n'y a que l'ANC qui a dit clairement que le parti ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. Mais toutefois, il y a des formats. Si vous devez sortir clairement de l'Assemblée nationale, il y a forcément des dispositions à prendre. Quand on se réfère au règlement intérieur, au code électoral et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, forcément, on doit quand même signifier cela clairement. Je ne sais pas s'il faut donner des raisons pour lesquelles on décide de ne pas siéger. Et à la suite, quelles sont les conséquences? Très franchement, je n'en sais rien. Parce que je me rappelle, c'était en 1994 où il y a eu une élection législative et l'opposition, les deux partis d'opposition, à savoir le CAR et le TD, avaient quand même la majorité des sièges, et c'est au niveau maintenant de la désignation du Premier ministre qu'il y a eu une mésentente entre les deux partis, l'UTD qui se disait être le parti charnière et donc qui devrait logiquement avoir le siège de Premier ministre, et
le cas qui avait totalement 38 députés sur les 43 que comptait l'opposition, qui disait, dans la logique des choses, c'est à lui que revenait la primature. Et finalement, quand le président Feu Yancibé Yadema a décidé de nommer Edem Kodjo du parti Chanière comme Premier ministre, le l'UTD évidemment, et donc ça a créé des problèmes. Et je crois qu'on avait demandé à certains députés du CAR de ne pas voter pour le candidat de l'UTD, c'est-à-dire le Premier ministre Edem Kodjo, mais certains l'ont fait, et il y a eu des gens qui ont démissionné de l'Assemblée nationale. C'était logiquement une démission collective, mais après on a constaté qu'il y a certains qui étaient restés. Et c'est en ce moment, on a vu que l'on peut démissionner de l'Assemblée nationale. La conséquence était qu'il y a eu des élections partielles dans certaines circonscriptions électorales. Donc je crois que si cela advenait encore, parce qu'on n'en est pas là. C'est pour ça que vous parlez déjà de dilemme. Oui. Puisque on ne sait pas si effectivement ceux qui ont proclamé ça vont aller jusqu'au bout. Ceux qui ne sont pas encore, ceux qui sont encore indécis, s'ils vont y aller, et donc à partir de ce moment, on avisera. Mais pour le moment, je crois que les gens réagissent par rapport à des ressentiments à la suite des résultats, en se disant que nous avons fait des recours qui n'ont pas abouti. Nous attendions à avoir plus de sièges, ça n'a pas été le cas. Alors qu'est-ce que nous irons chercher à cette assemblée-là où nous serons toujours mis en minorité? Et là, je dis, aujourd'hui, c'est vrai que le UNIR a pratiquement 108 sièges sur les 113, mais est-ce qu'il y aura véritablement un débat à l'Assemblée nationale? UNIR, le parti majoritaire, si vous lui laissez encore ces sièges-là, parce que UNIR n'est pas encore rassasié, il peut toujours reprendre ces sièges-là pour avoir la majorité totale. C'est-à-dire qu'on réorganise des élections partielles? Non. Partielles. S'il vous plaît, permettez. Même s'il n'y aura pas d'élections partielles, donc il y aura toujours 108 députés à voter une loi. Voilà. Et à partir de ce moment, UNIR, il n'y aura pas de débat. Et ce que les populations ont toujours voulu, ce n'est pas que les populations n'ont pas voté pour ces partis-là, mais c'est que ces votes-là n'ont pas permis d'avoir des sièges dans des circonscriptions. Ça veut dire qu'il y a des citoyens, des concitoyens qui ont bien voulu que ces partis-là, ces partis-là viennent avec plusieurs voix, mais tel n'a pas été le cas. Donc, il ne faut pas aussi trahir ces concitoyens qui ont eu confiance en vous et boycotter totalement l'Assemblée nationale. Parce qu'on aura besoin toujours de débats de fond par rapport à chaque loi. Merci beaucoup à vous. Alors, Maoulolo, Aridja, l'opposition aujourd'hui est dans une situation un peu délicate. Faut-il siéger ou ne pas siéger? C'est vraiment le dilemme dans lequel on se retrouve. Quelles peuvent en être les conséquences selon vous? Pour moi, la réponse est claire et sans équivoque. Il faut siéger. Nous avons une opposition qui s'est Faut-il siéger avec 5 députés face à 108? Oui, je vais développer un peu mon argumentaire. Vous avez eu des mentors de l'opposition, des leaders de l'opposition, qui se sont toujours plaints des conditions dans lesquelles les élections sont organisées. Ils ont toujours souhaité des choses qu'ils n'ont jamais de leur propre avis obtenues. Malgré cela, ils acceptent d'aller aux élections. Ils n'arrivent malheureusement pas à mobiliser assez fortement leur base électorale, parce que si vous voyez un peu les chiffres, vous allez voir que c'est dans les bastions de l'opposition, là où l'opposition fait plus de voix, qu'il y a eu plus d'abstention aussi, que les gens ne sont pas sortis voter. Les résultats sortent, et vous décidez finalement
de ne pas siéger, il y a un défaut de stratégie selon moi. Soit vous n'allez pas aux élections dès le début, lorsque vous constatez qu'on veut vous mener en bateau, vous gardez la ligne de boycott, c'est une ligne tout à fait logique. Ou soit vous allez aux élections et vous constatez vos échecs, mais vous devez quand même siéger parce que vous représentez quand même une certaine partie de la population qui sait très bien dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement que vous ne pouvez pas forcément changer grand-chose, mais vous pouvez au moins manifester vos points de désaccord et utiliser tous les voies légales que vous avez pour pouvoir le faire. C'est ce qu'on appelle de la réelle politique. C'est-à-dire quand vous avez en face de vous un adversaire si puissant, ce n'est pas en refusant les petits espaces qu'il vous offre que vous allez pouvoir le renverser un jour. C'est en acceptant et en utilisant au maximum ces petits espaces-là que vous allez pouvoir changer la donne un jour. Donc selon moi, si la personne de Jean-Pierre Fabre ou la personne de Maître de JAP ne veut pas être associé à cette législature, ils peuvent se retirer, mais laisser leurs suppléants siéger et définir une ligne de conduite du parti que ces gens-là iront défendre au cours des débats. Ils n'auront peut-être pas raison. Ça, je ne saurais, je ne suis pas devin pour dire s'ils n'auront jamais raison. Ils n'auront peut-être sûrement pas souvent raison. Mais au moins, c'est quoi, je ne suis pas devin pour le dire. Voilà. Mais au moins, le peuple saura que, lorsqu'on voulait voter telle loi, vous dites là, vous avez dit non, on refuse parce que si, et ça. Il ne faut pas quitter la législature. Et j'espère que Jean-Pierre Fabre va pouvoir saisir la méthode d'Aimé Goguet, avec qui ils étaient une fois en coalition déjà. Malheureusement, il y a eu un divorce. Mais l'avantage, c'est que la DMP, l'ANC comme la FDR sont des partis qui sont dans une même tradition politique. C'est des partis de l'opposition dite radicale. Ce n'est pas comme si Adi est un transhumant politique. Non, Adi depuis 1990 a toujours gardé la même ligne politique. Oui. Ce n'est pas un parti transhumant comme d'autres partis qui se disent centristes par exemple. Donc je pense qu'ils doivent pouvoir dialoguer et s'entendre pour former un groupe parlementaire et au moins parler d'une seule voix pour dire ça on n'était pas d'accord, ça on n'est pas d'accord. Même s'ils n'ont pas raison aujourd'hui, l'histoire va enregistrer et il leur donnera raison peut-être un jour. Alors justement parlant de groupe parlementaire, on n'a pas encore le nouveau règlement. Oui. On ne sait pas si ça sera à 3, nombre, ça sera à 5. On ne sait pas si ce sera à 10, il sera à 1 si je mange. Non, sera pas c'est pas possible. Comme ça, je blaguais, excusez-moi. Voilà, on attend toujours d'avoir des précisions au niveau du règlement intérieur pour savoir ce qui est fait. Je ne vous coupe pas la parole, mais UNIR n'a pas intérêt à ne pas avoir de groupe parlementaire en face. Donc je pense qu'ils vont quand même adapter les chiffres pour que l'opposition, même s'ils n'auront que quelques députés, ait quand même un groupe parlementaire en face d'eux. Et la disproportion est claire, mais aucun parti ne veut avoir une assemblée monocolore. Ce n'est pas un bon signal que ça renvoie aux partenaires étrangers et aux partenaires au développement. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais comme d'habitude, nous allons le clôturer avec notre habituel dernier tour de table, et c'est pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Abaïli. Oui, j'ai deux sujets de fin. Le premièrement, c'est... Alors, rapidement. Oui, très rapidement, j'aimerais demander à ces opposants d'aller vraiment à l'Assemblée nationale pour défendre, comme on appelle, ceux qui ont voté pour eux. C'est très important. Le deuxième point, c'est de féliciter le maire de la commune Wawa 2, qui, aussitôt les élections terminées, lui, il a pris sa valise qu'il a posée en France pour négocier d'autres partenariats avec sa mairie, sa commune. Ça va dans l'intérêt de la population de sa commune qu'il est en train de diriger. Et j'aimerais le féliciter ses conseillers qu'il encourage vraiment dans cette logique de développement de la localité. Complété par cette idée des jeunes de la préfecture de Wawa de faire développer leur localité par une association que j'aimerais taire le nom pour le moment. J'aimerais les encourager à aller très vite pour qu'ils accompagnent les maires de la localité et aussi les conseils régionaux qui s'installent actuellement pour le développement de la localité à la base. Merci beaucoup. À vous, Kouakouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. À moi de vous remercier. Alors, Maulolo Samson Alidja, vos mots de fin. Moi, je vais encore une fois parler d'Haïti. Le drame qui se joue là-bas, comme je le dis souvent, c'est le drame de l'homme noir. Si Haïti échoue, ce serait la preuve que l'homme noir n'est pas capable de diriger un État et de le développer.
un pays qui est indépendant depuis 1804. C'est assez grave. Et je regrette vraiment les paroles du président William Ruto, qui a dit récemment, hier, aujourd'hui, je me rappelle plus très bien, que ces soldats, que ces policiers vont aller écraser les gangs au niveau d'Haïti. Ce n'est tout simplement pas faisable. Toutes les missions qui ont voulu s'opposer à ces gangs se sont cassés la tête. Et je pense qu'aujourd'hui, la solution d'Haïti réside dans un dialogue ouvert à tous les fils et les filles du pays. Les gangs ne sont pas les étrangers, ce sont des Haïtiens qui ont des revendications politiques et il faudrait pouvoir les faire asseoir sur une table pour trouver une sortie de crise. Et de la vie même des Haïtiens, ils regrettent que ce ne sont pas des pays comme le Togo et le Bénin qui leur ont envoyé des policiers, parce que c'est des pays avec lesquels ils partagent une même matrice culturelle et historique. On ne le dit pas souvent, mais le grand-père de Toussaint Louverture s'appelait Gaou Guénon. Gaou Guénon, ça veut dire le général qui vient de Guin, qui est la ville d'Anéro. Donc, la diplomatie togolaise n'a pas été aussi active sur ce dossier-là, mais j'aimerais que le Togo puisse jouer le rôle qui lui convient dans cette affaire. Merci beaucoup. Merci à vous, Maololo Samson Aridja. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi. Eric Johnson, vos mots de fin. Merci Guillaume, merci pour l'invitation quand même. Je pense que nous parlons de notre pays et nous disons quand même qu'il y a une situation qui est encore une nouvelle école pour nous. On dit déjà dans la sous-région que le Togo est un petit pays, mais l'intérieur est vraiment chaud. C'est-à-dire que nous innovons sur le plan politique et donc les gens apprennent de nous. Et donc il va falloir que nous soyons conscients de ce que nous représentons sur le continent, dans la sous-région, et que nous fassions les choses de manière beaucoup plus civilisée pour que les gens puissent apprendre de nous. Maintenant, aujourd'hui, la vraie question qui se pose au peuple togolais, c'est le problème de l'emploi des jeunes. Il y a beaucoup qui ont été formés, qui ont étudié, qui ont eu des formations professionnelles, etc., mais qui se retrouvent au carreau. Ce que nous devons faire, il y a des brèches qui sont données. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de programmes qu'on n'attende pas que l'on vienne avec ces projets-là vers les jeunes, mais que les jeunes aillent vers ces projets. Et il faudrait que les dirigeants, parce que là, il y a un défi très clair pour, on dit 108 députés pour unir. Et c'est unir qui est au pouvoir. Donc, cela incombe beaucoup de responsabilités. Et donc, ne fermez pas les portes pour les jeunes qui viennent vers vous pour quand même avoir le minimum. Avec humilité, il va assumer. Il faut tout faire pour leur donner des opportunités afin que nous puissions une fois pour de bon arriver à bout de ce problème de l'emploi des jeunes. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est bon. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesson Pignanga à la réalisation, à Gaston Afanou et Richard Amedessou à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Stéphane Kouonou à la caméra. Surtout, merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé et de toutes les productions de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.